Yeah, it's a thing, right? It's very We would love to hear that, and we'll try to make in contact with you maybe to again, we just really found out we got some of the funding for the people, and I was like, you got a bank card. So then we just got our other community. So, well, we thought we could have everybody said but I'm not violating something so that we community together. So, to make sure that, you know, that we're not screwing something up on that level. So, yeah, but again, if there's anything that we have or anything you want to send out to our institution to help us, like, say, keep supporting this type of work, please, because they always want to put everything into implementation. So, do you need me to move? I'll just move this. I think you're good on this side there. Sorry about that. No, actually, the only I know that there's been some information on our news story. just like kind of yes, yeah. And I like the different spaces. I'm very jealous of that black box together. Yeah. Actually, happening this time of year Also, so now retrain. Again, you can have lists and you can have guidelines, you can have everybody who's done the work and have experience with this stuff. Also, have a restaurant guidelines, but then where's the flexibility and where's the knowledge of what comes from that? So it's like you saying, oh, I read it about doing this. No, you have to I'm not talking to him. I know, don't for a month. So, you know, and so that's why it is becomes and the art center is often just and so there's a lot of there's a lot of art that are really cool. So, yeah. And again, it's not just a museum, there's a very strong, vibrant culture. That's what the work Bevo has been doing. I know. So again, so it's like once you take it on, you're like, oh, what do I tell him? Oh my God, it's great. But I keep saying, our slogan is that join the and it's not
want heroic and get So I don't know if you might have, but I think this is a lot of Canadian French, so you may want to Okay. translate. Thank you. It was great to talk. Hi again, everybody. We're about to get started. Just a couple of quick announcements before we do. So one of the things we wanted to point out is that we brought some mats in. So if anyone is tired, feel free to use the mats that are at the left, my left of the space. Place them wherever you want, as long as there's still passageway for folks. The other thing is, again, a reminder about lunch being in the fourth space area, and we'll help guide you over there. And Ash and I think, both also really wanted to take this opportunity to thank a couple of people on the Vibe team who have been with us really from the start and have contributed so much. And those two people are Luciano Frizera over there and Darian Goldenstall. So thanks so much. We've had so many great meetings together, and we've had a lot of fun, and it's really been a pleasure working with both of you, putting this together. Yeah, we really want to really acknowledge the work that Luciano particularly has done for the website. And Scott and Luciano have been working on the live stream. So thank you so much. Luciano's been constantly also updating the website because we've made so many switches. But one of the coolest things that Luciano's worked on is the Vibrations exhibition website, which really is beautiful. So thank you so much, Luciano, who's also been helping us with communications. Darian, I mean, I keep saying it, but the logo that Darian has made for us, it's handmade. You really, when you look at that logo, you really feel it. That was the first invitation people saw for this symposium. So Darian also has been really important when it comes to, when we would talk about accessibility. I would kind of look at Darian at the table, and she and I would talk about what were the access points that we had to consider. So if you could, maybe you can just give us another round of hands for Darian and Luciano. I also encourage everyone to ask about their research. Luciano is a brilliant research, especially if you're considering about mapping online exchanges, and he's starting to think more about accessibility in his own work. So it's been such a pleasure. Darian is, I mean, there's so many things we could say about Darian. Darian is amazing with medical humanities. Is something that we really need to talk more about in our field. So if you are interested in those things, especially with works that really collide with Salima, yeah, so just huge thanks to these two. The four of us we meet in the summer, and we just had the best work meetings because of these two.
So yes, thank you so much to you too. Finally, we just want to point out that we have mats in the space. So at the right and on the left, we have these cozy mats. So if anyone wants to stretch out, they can just grab them. And just before we start the atypique panel, which I am excited about, we're missing two of our presenters right now, Jean-Pierre Bouchard and Menka Nagrani. So oh, they're right in front of me. I got concerned. I was like, oh no, I hope they're not stuck in the elevator after the ghost. Anyway, so I'm really excited about them. These are some individuals that are all part of my own research. They are really foregrounding different approaches to disability aesthetics. I could talk a lot, but before we begin, Allison got cut off. So we wanted to provide a space for her. So the first, however long you'd like, Allison, maybe 5-10 minutes, we'll start with Allison's words, and then we'll go into the panel, which is going to be chaired by Laurence Perrin, who is a PhD candidate in humanities here, and is one of the founding members of the Critical Disability Study, one of the founders, of the Critical Disability Studies Working Group. Also, Cripping the Arts is coming up, which is, yes. Eliza Chandler, who's unfortunately not here. Eliza is the founder of Tangled Arts, which is probably one of the most important disability organizations in Canada, and potentially the first. They provide a gallery space. If you talk to Eliza today, can we all just say thank you to Eliza for just being a part of that and mobilizing that space for many people. And thank you, let's get started. Hi, this is Allison again. I have lately been thinking about disability in relation to other presences, so I'm actually kind of glad I got cut off. That was really cool in the last session. And I won't talk for very long, in part because I don't really know what I was about to say at that moment. I was saying something about art as offering tools of relation, so thinking about what it means to be in relation. But what I'm feeling now, I think because for me, the weekend is winding down, I have to head out soon. And so I'm feeling a lot of ambivalence. And that it's been lovely to be in this space, and now I am leaving this space. And this feeling of ambivalence is something that often happens, I think, when CRIP community sort of creates itself out of time and space, and then it disappears again, because we move to different spaces. And so I have written and been writing about disabled people's ambivalent relationships to technology, so thinking about what it means to have an ambivalent relationship to technology. But in part through the work I've been doing around the work of some knowledge that sort of cultivate ambivalent relationships to cripness. And the ways in which we, and artists I think do make space, really different kinds. So what does it mean to be in a space that brings both joy and pain? And what are the ways in which that recognition can be life-affirming? And the ways in which recognition can also be deeply painful. And so I'm wondering what the possibilities are for cultivating not only CRIP ambivalence, but cultivating a CRIP ambivalence in the service of anti-ableist work and anti-autist work. And thinking about that in terms of being proximal to other movements and other theories. And so thinking about how theory travels across different sites, but also how theory moves across different bodies and minds, and how that movement is also ambivalence. I think on that note, I will roll away from the table and make room for these other fantastic folks to talk. And thanks to Sam and Ash for welcoming me back. I appreciate it.
entendez? Est-ce que je suis compréhensible en ce moment? Donc, c'est le temps pour les personnes qui ne comprennent pas le français ou la LSQ ou ESL d'activer votre headset. If you cannot understand French or ESL or LSQ. Donc, mon nom est Laurence Parent. C'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui pour animer le panel sur les arts atypiques à Montréal selon le programme, mais je dirais au Québec, parce que nous avons une panéliste qui vient directement de Gatineau. Donc, je suis très heureuse parce que vous savez, un peu partout sur la planète et sur notre planète, ici au Québec, au Canada, les représentations des personnes handicapées, des personnes sourdes dans les médias en général, dans la culture, sont encore assez dans le mainstream. Là. On a beaucoup de chemin à faire, on a beaucoup de travail à faire. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir 4 personnes qui travaillent à faire changer ces représentations-là, dans le monde des arts notamment, ce qui est extrêmement important. Je ne pourrais pas dire assez à quel point on en a besoin. Moi, c'est le genre de travail qui me fait du bien. Puis je pense qu'il fait du bien à beaucoup de personnes. Donc, nous allons avoir 20 minutes par présentation. On espère avoir du temps pour discuter. Donc, je ne parlerai pas beaucoup, mais je veux quand même dire quelque chose sur chacune de nos participants rapidement. Donc, la première, Mélissa Desjardins, qui est à l'extrême gauche du panel, qui est une artiste en art visuel, établie à Gatineau, comme je le mentionnais plus tôt. Donc, amoureuse de la vie et de l'engagement communautaire sans frontières, sa vie prend un virage insoupçonné lorsqu'elle apprend qu'elle est atteinte de la sclérose en plaques. Alors qu'elle perd progressivement la faculté de bouger, elle développe des expressions artistiques originales au travers du dessin de la danse et de l'écriture. Elle participe à des projets collectifs et expositions et entretient 2 blogs, toujours en cherchant à établir des liens vrais et à contribuer au vivre ensemble. Donc, merci Mélissa d'être avec nous aujourd'hui. Ensuite de ça, Cindy Schwartz, qui est la directrice des programmes chez Les Muses à Montréal. Si vous ne connaissez pas encore Les Muses, il est toujours temps de le faire et elle aura la chance de nous en parler. Mais au Québec, Les Muses, je pense que font partie un peu de notre jet set, en quelque sorte. Donc, très honorée que vous soyez avec nous aujourd'hui. Donc, Cindy Schwartz, qui détient une maîtrise en éducation de l'Université McGill, ainsi qu'un parcours à titre d'interprète et d'enseignante en danse. Elle a fondé en 1997, donc déjà plus de 20 ans, Les Muses, un organisme unique dédié à la formation et l'intégration professionnelle en art de la scène des personnes vivant avec un handicap. Donc, elle assume depuis le rôle de la directrice générale et artistique de l'organisme. Bienvenue. Ensuite de ça, Geneviève Bouchard, qui, après un baccalauréat en études littéraires, elle a écrit un monologue ombilique dans le cadre de sa maîtrise en théâtre à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM, ici à Montréal. En 2007, elle cofonde avec Stéphanie Pelletier la compagnie de création et de production théâtrale collective Diffraction. Dans le cadre de ses fonctions au MUS, donc elle travaille également au MUS, Geneviève est amenée à représenter et à défendre les intérêts des artistes vivant une situation de handicap dans divers contextes. Donc encore là, un travail très important parce que malheureusement, l'expertise des personnes handicapées, des artistes handicapés, c'est encore une bataille de la faire reconnaître. Merci d'être ici. Et finalement, Menka Nagrani, qui est avec nous aujourd'hui, qui est une chorégraphe pour les productions des pieds et des mains. Donc, encore une fois, dans notre jet set, je pourrais dire, de la scène. Donc, je vais lire ici en anglais. Je ne fais pas d'effort de traduction, c'est ce qu'il y avait sur notre titre. Et Menka va présenter en français et en anglais. Donc, Menka Nagrani is a multidisciplinary artist who weaves together dance, theater, and music. She has a master's degree in theater and a bachelor degree in dance and cultural studies from University of Quebec in Montreal. And she has also studied singing
in classical piano. She founded Les Productions des Pieds et des Mains in 2004 and has since created numerous socially engaged dance, theater productions, and short films that stage atypical artists. And she has traveled the world with her productions, so thank you for being here, Menka. Donc, je vous cède la parole. On commence par Mélissa Desjardins. Merci. Yep, yep, you can turn on.
marche? Vous m'entendez? Oui. Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Il n'y a vraiment rien qui m'y prédestinait. Avant le diagnostic de sclérose en plaques, il y a maintenant plus de 20 ans, je me préparais à un avenir de travail auprès de tout ce qui est d'inégalité, d'inéquité, d'injustice. Je voulais passer ma vie en Afrique. Et c'est drôle, l'arrivée de la sclérose en plaques m'a fait découvrir, m'a fait vivre très intimement ça m'a fait découvrir une forme d'injustice qui est assez présente et qu'on ne réalise pas, que je n'avais pas perçu, c'est le capacitisme. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je l'ai vécu d'abord très fort en moi et très fort. Parce que la pression sociale et de la normalité imprègne vraiment fort. Alors, et ça vient insidieusement faire vivre l'auto-rejet que j'ai vécu dès les premiers signes de fragilité. Il y a eu pendant des années la menace de l'espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ma tête qui était la perte de la mobilité, le fauteuil roulant. Mais c'est drôle parce que l'arrivée du fauteuil roulant et aussi de la perte de mobilité, c'est ce qui m'a permis de découvrir un médium extraordinaire pour m'aider à apprivoiser et à accepter mon corps changeant. Et ce médium, c'est le dessin. C'est devenu pour moi au fil des ans un complément intéressant et même plutôt renversant qui m'a permis de retrouver ma capacité de bouger, même différemment. J'ai été initiée très tard au dessin par des amis qui se sont regroupés en un collectif d'art. De l'art, c'est plus le dessin et la photo de type contemplatif, c'est-à-dire qui permet de faire, qui permet de transformation du regard et de faire un avec le... En fait, la démarche est très simple, c'est le dessin tracé. Alors, puis ça permet de faire un avec le sujet, le corps, la réalité qu'on trace et qu'on dessine ou qu'on observe. Et c'est la très grande simplicité de cette démarche qui m'a permis d'ouvrir et d'accepter d'oser prendre les crayons. Parce que je dois dire que mon parcours n'était pas du tout destiné à ça. Je viens de milieux où les arts faisaient partie de l'existence de ce qui est important. Et surtout, pour moi, c'était quelque chose qui était réservé à une élite. Et c'est l'impasse dans laquelle je me suis trouvée qui a permis l'ouverture, en moi, l'ouverture, puis de pouvoir prendre les pinceaux, les crayons. Et ça m'a amené tout ça à renouer avec un ancien amour, la danse. Et j'ai eu l'intuition, il y a quelques années, quand mon corps a commencé à se scléroser, que le dessin de la danse pourrait m'aider à accepter ma nouvelle réalité de mobilité réduite. Puis cette démarche-là du dessin de la danse s'est développée au fil des ans, très souvent contemplative, mais aussi parfois instinctive, selon les capacités de mon corps et l'élan du moment. Le dessin de la danse est devenu non pas juste le relais de quelque chose que j'ai perdu, mais c'est devenu comme un type de pierre angulaire à travers laquelle un tout nouveau type de mouvement et de rythme aussi a pu naître au fond de moi et se refléter dans tout mon être. Jamais j'aurais pu imaginer tous les bienfaits de ce que le dessin de la danse m'apporte chaque jour. Ça me permet de retrouver la fluidité de mes mouvements, de sentir mon corps être en osmose avec la musique, de me sentir devenir rythme.
Il est certain que jamais rien va remplacer les jambes ou un corps en pleine santé ou d'énergie. Mais c'est fou ce que les pertes peuvent cacher de trésors quand on se met à l'écoute. Pour moi, le dessin transcende le handicap, les barrières, la maladie. Il vient adoucir les préjugés, les tabous et aider à embrasser la réalité ou toute réalité que je pourrais avoir du mal à accepter. Et ce qui m'allume et qui m'attire à mes pinceaux, à mes crayons chaque matin, c'est pas l'envie de devenir artiste. Bien au contraire. Ça me ferait passer complètement à côté. La peur du jugement, la peur de ne pas être à la hauteur, ça me ferait complètement passer à côté. C'est plutôt l'engouement vient du besoin, du désir fort de retrouver et de sentir vibrer en moi le mouvement et le rythme, même différemment, même à travers mes limites, les limites de mon corps. Et j'ai découvert que dessiner le corps nu, ça me permet instantanément de me connecter à cet espace sacré qui rayonne la paix profonde, qui fait toucher à la sensibilité, la vulnérabilité, la douceur et la beauté, la grandeur du corps, peu importe sa forme. Dessiner les corps nus ou très légèrement vêtus me permet d'adhérer au mouvement pour vraiment bien voir, sentir et dessiner le corps et faire un avec le mouvement. Il y a quelques années, après des recherches infructueuses d'images de corps nus qui sont handicapés ou malades et qui dansent et qui bougent, j'ai décidé de lancer un appel pour trouver des artistes qui accepteraient de venir participer à une séance photo. Et dessiner ces images m'a porté pendant tellement d'années et m'a permis de sentir revivre en moi liberté, euphorie et même me donner l'énergie de poursuivre au quotidien mes activités. J'ai évidemment aussi tenté l'expérience avec des danseurs qui sont habillés de très belles chorégraphies, dont de France Geoffroy, que j'aime beaucoup. Et l'effet est tellement pas le même. Avec les vêtements, c'est un peu comme si j'adhérais moins au mouvement. C'est comme si je pouvais moins habiter la peau du danseur qui vit avec le handicap, pleinement le mouvement dans son corps. C'est pas simple à expliquer, mais c'est pour moi un peu comme si le dessin du corps nu offre cette façon unique de caresser la peau, d'embrasser tout un être et admirer la beauté et la richesse de sa différence, et aussi de vivre le mouvement. Et aussi, c'est comme si un peu ça lançait aussi à l'univers un signal qui ouvrait tout grand les portes du possible, en nous et autour de nous. Et pour moi, le dessin des mouvements de danse à deux partenaires me paraît maintenant la prochaine étape essentielle à mon cheminement. Mais aussi, je l'espère, va ouvrir la porte à d'autres pour venir briser les tabous entourant non seulement le corps mais handicapé, mais aussi la beauté et la grandeur des liens amoureux, même à travers le handicap. J'ai besoin de dessiner des rapports amoureux de personnes vivant le handicap pour m'approprier entièrement cette réalité, mais aussi avec le souhait de venir par mes dessins ou mes toiles doucement ouvrir une brèche dans la dureté de ces tabous qui entourent les relations amoureuses des personnes qui vivent avec un handicap, de ces jugements tellement trop généralisés selon lesquels une personne qui est en fauteuil roulant accompagnée d'une autre personne, elle est automatiquement avec un aidant ou un employé. Et je l'ai vécu beaucoup et j'ai vu trop de couples avoir vécu vivre cette situation et c'est pourquoi je me sens l'élan de pouvoir dessiner des relations de couple aussi pour moi, pour venir un peu transcender ça. J'aimerais aussi juste préciser que cette démarche du dessin, c'est accessible à tous, peu importe la condition de notre corps. Il faut y aller à son rythme
Et c'est tellement pas une question pour moi, c'est tellement pas une question de performance, mais c'est avant tout une question de juste comme manipuler la dose quotidienne vitale de lumière et d'énergie que j'ai besoin pour venir écrire et bouger et tenter de partager ce regard nouveau sur le handicap pour que les choses changent. Puis j'aimerais aussi beaucoup partager cette démarche toute simple avec du dessin à travers avec des petits ateliers qui sont offerts par le collectif de femmes dont je fais partie, Her Heart Collective, qui travaille les perceptions du corps dans sa plus simple expression par la photo et le dessin. Je vous invite à consulter mon blog pour plus d'informations et vous venez me rencontrer à la fin. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, elle est là. Alors, Cindy Schwartz des Muses et Geneviève Bouchard, qui est notre coordonnatrice des projets du financement, très important dans un organisme comme le nôtre. Je vais essayer de rester le plus possible avec le texte que j'avais envoyé parce qu'il y a beaucoup de monde qui traduisent. Fait que, excusez-moi si je lis un peu plus que je parle comme tel. Je vais vous donner un bref historique et plus sur la mission, qu'est-ce qu'on fait en Muse, et Geneviève va nous parler un peu des enjeux de l'intégration aussi. Alors, en gros, les Muses est une formation professionnelle en théâtre, danse et chant pour des personnes vivant une situation de handicap, en partenariat avec le Centre champagnen de la CS-Léon. On vise une intégration dans le milieu professionnel des arts. C'est entre autres grâce au film Gabriel que beaucoup de monde ont connu nos artistes atypiques et qu'ils ont brillé davantage. Il y avait 9 personnes en tout, dont Gabriel qui jouait le rôle principal dans ce film. Dans les faits, j'ai fondé les Muses en 1997 pour combler une vide dans la formation artistique pour les personnes vivant une situation de handicap. En premier, par des loisirs, il s'est raffiné au fil des ans en voyant des talents importants chez ces personnes-là. Et en 2001, il est devenu une formation professionnelle à temps plein dans les arts de la scène. Nous formons des artistes polyvalents, créatifs et professionnels. Et nous avons évidemment le mandat aussi de promouvoir leur intégration et alors de sensibiliser le milieu aux aptitudes de grand potentiel de ces artistes hors normes. Donc, dès 2001, nous avons tissé des liens significatifs avec le milieu artistique. Depuis plusieurs années, on collabore avec des compagnies en théâtre et en danse reconnues au Québec, au Canada et à l'étranger. De plus, on a développé des relations intéressantes avec des agents de casting et le milieu télévisuel et un peu de cinéma aussi. Pour vous donner un aperçu, mais je ne les nommerai évidemment pas tous, vous pouvez les voir sur notre site web. En théâtre, il y a eu Vol au-dessus d'une nid de coucou en 2017, qui a intégré 2 personnes qui étudient aux Muses dans un spectacle régulier au Théâtre du Rideau Vert avec le metteur en scène Michel Monti. Il y a eu environ 8 spectacles de théâtre par la compagnie Joe, Jack et John, qui vont vous parler plus tard aujourd'hui. En danse, il y a eu, entre autres, la compagnie Maïwan et les Orteils, dont le dernier spectacle était avec Pas de cœur. Et dans le multidisciplinaire danse et théâtre, il y a eu environ 5 spectacles avec la compagnie des productions des mains qui sont là, dont elle va vous parler plus tard. On a fait 2 cabarets nous-mêmes, je vous expliquerai un peu pourquoi après, mais même si ce n'est pas la performance nécessairement que nous, on va faire. Nous, on ne fait pas des spectacles, on fait surtout une formation. Ensuite, à la télévision, quelques exemples, Faits divers, Unité 9, Au secours de Béatrice et d'autres qui s'en viennent au mois de janvier.
Et au cinéma, bien sûr, Gabriel, Tu dors, Nicole, Il est où le paradis? Et plusieurs chanteurs aussi professionnels. Navet Confi, Robert Charlebois, Martin Deschamps. Juste quelques exemples de tout ce qui a été intégré jusqu'à maintenant. Maintenant, la formation comme telle est un processus d'audition qui est un peu différent des formations qu'on trouve au cégep ou à l'université. Premièrement, les personnes intéressées par les muses doivent se soumettre à une audition qui consiste à intégrer les cours pendant 3 à 6 mois. On veut vraiment donner la chance à la personne qui n'a peut-être pas nécessairement eu la chance de faire des arts de la scène, de pouvoir l'expérimenter, avoir une chance de voir jusqu'où ils peuvent aller là-dedans. Et après, ils sont évalués par nos enseignants et professeurs, qui sont des artistes tous eux-mêmes, pour voir le potentiel du candidat, soit en danse, théâtre ou chant. S'ils sont admis, ils restent pour un minimum de 5 ans. La formation comme telle de haut niveau s'inspire des écoles québécoises réputées en art de la scène. Mais parce que c'est pour des personnes vivant une situation de handicap, il a été adapté en fonction des besoins particuliers de ces personnes, mais sans que la rigueur de l'enseignement soit altérée. Comme je disais, c'est un minimum de 5 ans si la personne reste avec nous, et ils sont là à temps plein, 5 jours semaine, de 8h30 à 15h. Les cours comme tels consistent généralement en danse, mouvement, interprétation théâtrale, chant, mime, clown, etc. Novateur et unique, le programme des Muses mène à la fin à une attestation qui est offerte par le Centre Champagnet de la CSDM. Dans les 3 disciplines, c'est vraiment une attestation multidisciplinaire. Nos 3 objectifs généraux: entraîner le corps et la voix, encourager la créativité, développer la sensibilité des étudiants à des fins artistiques. À la fin du parcours, les avancées, on les garde à temps partiel et ils se perfectionneront dans la discipline dans laquelle ils vont être le plus forts, où on pense qu'il y a le plus de chances d'intégration. On sensibilise évidemment aussi le milieu artistique pour l'intégration. Alors, soit ils viennent chez nous, des artistes, et on fait des masterclass, des classes de maîtres, ou on invite des artistes à venir observer régulièrement les cours qu'on va faire. C'est une des façons qu'on essaie de promouvoir nos artistes dans le milieu, entre autres. Quelques artistes qui sont déjà venus: Éric Jean, Claude Lemieux, Michel Monti, qui avait monté la pièce de théâtre après un masterclass qu'il avait fait, Emmanuel Joute en danse, Joanne Loin. Excusez. Bon. Je vais laisser Geneviève parler des autres enjeux de l'intégration en général. Alors là, je vous parle d'une formation temps plein rigoureux, mais évidemment, dans notre intégration, même si je nomme quelques façons, il y a d'autres choses à considérer. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être parmi vous. J'ai envie de faire un petit préambule. On dirait que moi, en fait, je côtoie le handicap depuis en fait toute jeune, parce que ma grand-mère elle-même était une personne amputée. Et j'ai un cousin aussi qui, suite à un gros accident à l'âge de 18 ans, a accusé par la suite un genre de retard intellectuel. Alors, j'ai quand même côtoyé ça depuis mon tout jeune âge. Alors, on dirait que ça a comme tombé bien dans mon parcours de vie quand j'ai commencé à travailler au Muse. Puis, depuis ce temps-là, je ne me vois plus pas travailler au Muse et travailler avec des artistes vivant en situation de handicap. Alors, voilà. Comme Cindy l'a mentionné, le mandat des Muses est double. Donc, on forme d'abord les artistes vivant en situation de handicap. Et nous, on travaille particulièrement avec des artistes qui vivent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. On ne travaille pas nécessairement avec des artistes vivant un handicap physique.
puisque quand ils ont une déficience intellectuelle, oui, mais on se spécialise plus en déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, parce que ces gens-là n'ont pas nécessairement accès à la formation professionnelle, par exemple, de l'École nationale de théâtre ou École supérieure de théâtre de l'UQAM. Donc, nous, on fait l'adaptation vraiment plus au niveau de la déficience intellectuelle, du trouble du spectre de l'autisme. Mais aussi, donc, on promouvoit et on soutient l'intégration des artistes qu'on forme dans la pratique artistique professionnelle et on sensibilise le milieu culturel au talent et au potentiel unique des artistes neuroatypiques. Cette partie-là de la mission des Muses est vraiment importante parce que les artistes qui vivent une situation de handicap, particulièrement ceux qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, font face à des enjeux complètement différents que, par exemple, ceux qui vivent avec un handicap physique. Mais Kanagrani, des productions des pieds et des mains, pourra sans doute vous parler plus précisément des enjeux que vivent les créateurs et les producteurs quand ils travaillent avec des artistes en situation de handicap. Moi, je parlerai plutôt des enjeux que les artistes eux-mêmes vont vivre au niveau de leur carrière professionnelle. D'abord, il faut savoir que la plupart des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme vivent souvent de l'aide sociale. Ils sont considérés comme ayant des contraintes sévères à l'emploi. La bonne nouvelle, c'est que nous, au Muse, on fait un peu mentir cet adage-là, parce que la plupart de nos élèves, l'année dernière, ont eu des contrats professionnels en art de la scène, soit à la télévision ou dans des contrats dans des compagnies comme avec Manuka, dans les productions des pieds des mains, avec la compagnie Joe Jack et John, la compagnie de Gilles contemporaine Mywen et les Orteils, etc. Mais puisqu'ils reçoivent, nos élèves et nos finissants, de l'aide sociale, ils ne peuvent pas empocher la totalité de leur paye artistique, le cachet qu'ils reçoivent pour leur travail. Parce que quand on vit de l'aide sociale, malheureusement, on ne peut pas faire plus que 100 $ par mois de revenus supplémentaires que le chèque d'aide sociale qu'on reçoit. Donc, s'ils font plus d'argent, ils doivent verser la différence au gouvernement. Problème technique, il faut changer de batterie. Problème technique. Parfait. Alors, donc, je disais que puisqu'ils perçoivent de l'aide sociale, ils ne peuvent pas empocher la totalité de leur chèque de contrat professionnel qu'ils font, par exemple. Ils doivent remettre, dans le fond, le surplus qu'ils font au gouvernement. Donc, en d'autres termes, même si nos artistes ont des contrats professionnels, qu'ils ont un contrat UDA, malheureusement, ils sont contraints à vivre finalement bien modestement avec un faible revenu d'aide sociale et un petit bonus de 100 $, même s'ils ont fait, par exemple, 160 heures de répétition et 8 représentations d'un spectacle. Ensuite, un autre enjeu que vivent les artistes que nous formons au Muse, c'est le besoin d'être accompagnés sur le lieu de travail. Donc, bien sûr, les besoins d'accompagnement varient selon les personnes, varient selon les productions, varient selon aussi le handicap. Dans le but de faciliter leur inclusion dans le milieu professionnel, les Muses doivent souvent accompagner les élèves ou les finissants, soit sur le lieu d'audition ou dans les productions. Pour ceux et celles qui voyagent, par exemple, en transport adapté, ça nécessite que la production prévoie une personne qui les attend, sans quoi le chauffeur des transports adaptés ne peut déposer la personne sur son lieu de travail. Souvent aussi, la plupart de nos artistes qu'on forme, les parents sont très impliqués dans leur vie, mais quand le parent n'est pas nécessairement impliqué dans la vie de cette personne-là dans une situation de handicap, les défis sont encore plus élevés. Donc, il faut qu'on trouve d'autres moyens pour faciliter cette embauche-là, d'offrir la possibilité finalement à ces personnes-là de travailler aussi sans le soutien d'un parent. L'accompagnateur sur les lieux de travail est la personne ressource de l'artiste vivant une situation de handicap. Donc, il veille à ce que l'artiste comprenne bien les commandes d'un directeur artistique
artistique, un chorégraphe, un metteur en scène, ou même des autres collègues qui sont des artistes et qui n'ont pas de handicap. Il encadre l'artiste au besoin. Pour vous donner une idée, par exemple, il y a certains de nos artistes pour qui l'idée que le corps est le principal outil de travail n'est pas tout à fait assimilée. Donc, il faut constamment leur rappeler l'importance de prendre soin de leur corps, de bien dormir, de bien s'alimenter, de bien s'hydrater, de se coucher tôt pour être en forme pour faire un spectacle, par exemple. Alors, l'accompagnateur veille donc aussi à cette hygiène de vie-là pour nos artistes en milieu de travail. Enfin, un autre enjeu qui est lié à la carrière artistique d'un artiste vivant en situation de handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est l'autopromotion. Le milieu artistique n'échappe pas aux règles de la mise en marché de soi et exige de la part des artistes une solide formation en art, mais aussi une façon de parler de soi, des habiletés interpersonnelles marquées. Donc, compte tenu du handicap et du soutien particulier et personnalisé que chacun de nos artistes nécessite, c'est difficilement envisageable pour certains d'entre eux de parler d'eux-mêmes et de s'auto-promouvoir, ou même de mettre ça dans les mains d'un agent qui comprend strictement rien, qui n'est pas au courant des défis que peuvent vivre ces personnes-là avec un handicap intellectuel ou un trouble du spectre de l'autisme. Alors, c'est la raison pour laquelle nous, au Muse, on a décidé de un peu prendre en charge cette portion-là d'autopromotion pour nos artistes. Et c'est en fait un gros partie de mon rôle au Muse, en fait, de communiquer avec des agents de casting, de faire le pont avec des metteurs en scène extérieurs qui voudraient engager nos élèves, d'aller les représenter dans des 5 à 7 où on pourrait avoir besoin d'artistes dans le secteur de handicap. Sensibiliser aussi les producteurs télévisuels, ça c'est une grosse paire de manches, je trouve. Le milieu télévisuel est un milieu où ça va tellement vite. Souvent, on tourne les mécaniques, puis c'est ça qu'on garde comme prise et qu'on diffuse à la télévision. Donc, il faut qu'on soit hyper rapide sur les plateaux. Malheureusement, dans certains cas, avec notre clientèle, c'est pas tout à fait possible. Donc, on doit sensibiliser davantage les producteurs à ralentir le rythme avec notre type de clientèle, puis leur faire comprendre que c'est pour le mieux de la production aussi. Puis que, ouais, ça va peut-être dépenser peut-être 2 000 $ de plus en frais de technicien pour toute ton équipe, mais au final, tu vas gagner en notoriété. Donc, oui, c'est ça, on négocie les contrats, les cachets versés, on représente les artistes auprès des producteurs. D'autres instances aussi, telles que l'UDA, le RQD. Dernièrement, j'appelais justement l'UDA pour accompagner un de nos élèves à sa rencontre obligatoire pour devenir membre actif. Et on me disait, ah non, mais les agents ne sont pas autorisés à venir à cette rencontre. Je dis, vous ne comprenez pas, je ne suis pas tout à fait sa vraie agente, mais je dois l'accompagner pour être sûr qu'il saisisse bien tous les enjeux dont il va être discuté dans cette rencontre-là. Alors, c'est de faire aussi de la sensibilisation à ce niveau-là. Finalement, avec nos 20 ans d'expérience et d'expertise dans le domaine de la formation professionnelle pour les personnes vivant en situation de handicap, on a développé aussi des stratégies pour favoriser l'inclusion. Cindy en parlait un petit peu tantôt, on organise des masterclass avec des artistes invités. Donc, on appelle par exemple Joanne. Bon, est-ce que ça t'intéresse de venir donner un masterclass en chant à nos élèves? Et souvent, ça donne lieu à des représentations après coup. Donc, Joanne Douin, on a eu 3 spectacles avec elle après son passage chez nous, donc ce qui est très bénéfique pour nous, pour nos élèves. Mais aussi, ce qu'on fait, c'est qu'une fois aux 5 à 7 ans, on organise un gros spectacle. Et là, on demande à nos professeurs de créer des numéros avec nos élèves, des numéros métissés, donc c'est-à-dire avec des élèves définissant des muses, mais aussi des artistes neurotypiques, pour créer ce couplage-là, pour sensibiliser d'autres artistes aussi qui ne seraient pas nécessairement au courant que ça existe, des artistes en situation de handicap. Et on invite aussi des artistes, comme au dernier spectacle, on a été Angela Conrad à monter un numéro et la chorégraphe Virginie Brunel
monter une chorégraphie également. Alors, ben justement, je vais vous montrer un extrait de notre spectacle qui était Fête Petite Écorchure, effets presque spéciaux. C'était pour les 20 ans des Muses. My days on verge of rising, and I hear you call my name. Sans amitié,
que si ensemble les narvals et les chevaux faisaient des licornes en s'amusant, on pouvait toujours faire quelque chose de beau avec les amours différents. Tu l'as mis dans ta carte avec les autres. Un, deux, un, deux. Ah, ok, super. Bon. Donc, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. J'étais un petit peu mélangée. J'avais préparé un texte en anglais, puis après ça, on m'a dit non, tu peux le faire en français. Fait que je me suis dit, bon, on est à Montréal, on va le faire dans les deux langues. Donc, je vais commencer en anglais, et puis après, je vais changer pour le français. Donc voilà. Okay. So my name is Menka Nagrani, and I've been a teacher at the Muses Art Center for 20 years now, and I also created Les Productions des Pieds des Mains. And today I will talk about forming disabled artists and about the creative process of Les Productions des Pieds des Mains. So I will introduce to you the company, which I founded in 2004, and I will try to explain how I teach and how I direct disabled artists on a professional level. Though it is clear that people with intellectual disabilities can be highly talented, to achieve professional goals, this raw talent needs to be nurtured through solid and rigorous training, effective stage management, and a suitable choice of characters, of roles that best fit their abilities. So I will describe both my work as director of Les Productions des Pieds des Mains and as a teacher of artists with intellectual disabilities. So, Les Productions des Pieds des Mains is a professional dance theater company whose mission is to showcase both artists with and without disability on stage. The aim is to create differently and induce a social and artistic questioning through art. Our numerous creations, Le Son, L'Ombre, Le Temps des Marguerites, have been performed almost 100 times in several professional venues. We take, oh, wait, there it is. So, yeah, just a second. We take an interdisciplinary approach to our performances
which are at the crossroads of both contemporary dance and experimental theater. Though sometimes our shows and also short films appear in venues specially designed for disabled artists, our creations are mainly featured in artistic contexts unrelated to disability. So that means we present in regular programmation of theaters such as Prospero, Tangente, etc. Here in Montreal, but also in Canada, and in theater festivals in France, in Belgium, in Japan, and in the UK. In submitting our pieces to the same competition as in submitting our pieces to the same competition as companies without disabled artists, we are required to meet the same selection criteria as any other production company, so disability cannot be an excuse for lower standards. I will start already by showing you. Bon, je vais changer en français maintenant. Ça va être plus facile pour moi. Ok, alors nos spectacles traitent toujours de thèmes engagés qui font réfléchir sur la société et sur l'art. Ce sont des spectacles dans lesquels le handicap sert le propos artistique. Ça, c'est très personnel à moi et aux créateurs de la compagnie. Donc, par exemple, dans ce spectacle-là, Le temps des marguerites, il est question des normes de beauté. On exploite l'opéra Faust qui traite du vieillissement, de la peur de vieillir, etc. Et donc, ce spectacle-là intégrait 3 artistes qui ont une déficience intellectuelle, dont Geneviève, ici, qui jouait le rôle de la jeune première. Et elle jouait donc le rôle de la jeune et belle demoiselle, qui pour moi, je la trouve absolument ravissante, mais elle ne présente pas les normes de beauté traditionnelles, conventionnelles. Donc, le fait de caster Geneviève dans ce rôle-là ajoutait au propos artistique du spectacle, permettant de faire réfléchir le spectateur sur ses propres valeurs artistiques et esthétiques. Donc, ce n'est qu'un exemple pour montrer un peu la mission de la compagnie. Et je vais vous montrer maintenant un petit extrait d'un court-métrage qu'on a créé qui s'appelle Eureka. Si j'arrive, maybe I'll leave you here.
Alors, je vais. Je dois attendre. Ok, pardon. Oui, qui ont une description auditive du vidéo. Parfait. Ok, merci. Ok. Alors, donc, je vais enchaîner sur, ben, voilà, comment on fait ça. Donc, c'est sûr que pour arriver à un niveau de performance qui puisse être présenté sur des scènes professionnelles, nos heures de répétition sont donc allongées. On parle d'environ 500 heures de répétition pour un spectacle au lieu du habituel 120 heures pour une compagnie standard. Ensuite, on offre des classes d'entraînement, puisque nos artistes n'ont pas la chance d'aller s'entraîner tous les jours, surtout qu'on travaille beaucoup très physiquement, en théâtre physique, en danse. Nos acteurs, nos danseurs n'ont pas la chance d'aller tous les jours prendre des classes techniques le matin pour arriver réchauffés et entraînés. Donc, on offre ce coaching-là supplémentaire, ces classes-là. On offre du coaching individuel aussi, en jeu et en danse, puisqu'on travaille les deux volets. C'est-à-dire que chaque artiste dans la compagnie va avoir pour le spectacle son coach de jeu et son coach de danse pour l'aider à apprendre sa partition finalement pour le spectacle. On va travailler avec des outils mnémotechniques comme des cahiers de notes. Les acteurs professionnels sans handicap sont habitués de prendre des notes à chaque répétition pour se rappeler le lendemain qu'est-ce qu'ils doivent faire. Nous, on va le faire pour eux, souvent avec des dessins, des pictogrammes, des mots-clés faciles à reconnaître, à assimiler. On va travailler parfois avec des vidéos de travail à faire à la maison, où ça nous arrive d'enregistrer les textes quand il y a beaucoup de textes à apprendre. Comme ça, l'artiste peut écouter dans ses écouteurs le texte et mémoriser son texte de cette façon-là. Et bien sûr, il y a tout l'encadrement, l'accompagnement dont je viens de parler tout à l'heure. Je ne réinsisterai pas là-dessus, mais ça prend aussi beaucoup d'accompagnement, surtout quand on part en tournée. Donc là, on a besoin de personnes qui encadrent dans les tâches quotidiennes, qui supervisent voilà, à tous les jours, même en dehors des répétitions et du travail comme tel. Bien sûr, toutes ces stratégies demandent des frais supplémentaires. Donc, je ne vous cache pas que c'est un grand défi, que le financement d'un organisme comme le nôtre est un très grand défi. Et aussi, il y a eu beaucoup de... comment je dirais? C'était aussi d'autres grands défis, ça a été de sensibiliser, mais ça a été très fascinant de voir évoluer aussi la société au fil des 15 dernières années, de voir comment, au fil de nos activités, les gens ont une meilleure compréhension et une meilleure reconnaissance du statut d'artiste professionnel. Je vous montre un autre petit extrait du spectacle Pharmacon. C'est un spectacle de 1 heure de danse-théâtre qui intégrait 4 artistes qui ont une déficience intellectuelle.
La douleur n'est pas une planète habitable. C'est un alibi pour une vie difforme et monstrueuse que je ne veux pas connaître plus. Depuis que je suis né, je prends des médicaments. Testostérone, la fabrication du médicament commence par agréer les ingrédients. Le foliage des molécules et leur amalgame, par exemple, Xanax. Pharmacone, remède qui tue. Est-ce que tu peux m'aider à revenir au diaporama? OK. Je vais passer rapidement sur notre approche artistique avec les productions des pieds de main. Parce que j'ai eu la chance de voyager beaucoup, de présenter nos spectacles dans des festivals, de rencontrer beaucoup de compagnies à l'international qui travaillent eux aussi avec des artistes handicapés. Et je me suis plu à observer les différentes approches et je dirais qu'il n'y a pas une approche pareille. Et c'est très intéressant, ça pourrait être le sujet d'une toute autre conférence. J'ai d'ailleurs écrit des articles sur le sujet, mais très rapidement, il y a toute une autre approche qui est plus, qui va, en fait non, je vais aller plus vite un petit peu. Donc il y a une approche qui est beaucoup plus dans la liberté d'expression, où j'ai vu des spectacles où le metteur en scène va dire c'est pas important qu'on comprenne pas ce que les personnes handicapées vont dire sur scène, ou on va les laisser plus librement exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer, parce que pour eux, ce qui prime, c'est l'esthétique trisomique ou l'esthétique handicapée. Et pour eux, de trop les encadrer, ça serait de dénaturer l'artiste. Donc, c'est quand même une toute autre approche de qu'est-ce qu'on fait, nous, les productions des pieds et des mains. C'est quand même intéressant, je dirais pas que c'est mieux ou moins bien, mais moi, c'est pas l'approche que je préfère. Il y a aussi, je vais passer très rapidement parce que je me commande de temps, juste par rapport aux jeux plus réalistes, parfois, j'ai vu des compagnies comme Vico Del Bono qui va engager, par exemple, une personne handicapée, un trisomique, pour jouer une personne trisomique sur scène. Ça me fait penser beaucoup à la télé, dans les castings de films, de télévision, où l'acteur va jouer un rôle qui est très très près de lui. Ce qui est encore une fois très différent de l'approche des productions des pieds et des mains, où on va leur demander d'incarner un personnage, de jouer un rôle. Puis à partir de, on va créer un personnage, puis ça va être le personnage qui va danser, qui va créer l'histoire en fait. On va aussi travailler beaucoup à perfectionner l'art. On va travailler à l'épanouissement professionnel et artistique de nos artistes. Donc, c'est une autre approche. Et même par rapport aux approches que j'ai remarquées dans le Canada anglais versus ce qu'il fait au Québec, c'est très différent et c'est très intéressant de comparer les deux approches que moi, j'associe beaucoup à des différences culturelles. Et ça amène plein de questionnements éthiques et philosophiques, encore une fois, qui pourraient faire l'objet d'une autre conférence. Mais il me reste combien de temps là? 1 minute! Aïe, aïe, aïe! Ok, bon, ben, on va. Mon Dieu, c'est faire. Je vais passer par-dessus, je pense, la formation des artistes handicapés. Ouais, je vais ici passer. Bon, rapidement, je vais peut-être dire, alors qu'on est au Théâtre Prospero bientôt avec le spectacle Cendre, qui inclut Gabriel Marion Rivard.
une artiste des Muses. C'est en février au Théâtre Prospero. Vous pouvez visiter notre site web, lesproductionsdespiedesmains.com, et vous allez voir toutes les infos là-dessus. Et j'aimerais peut-être terminer à ce moment-là, s'il reste seulement une minute, sur un petit texte que j'ai écrit en anglais, en guise de conclusion. Voilà. Donc, excusez mon anglais. Artistic practices of people with disabilities play an ever-growing role in the artistic field. All art needs critics, however, and I hope that we will continue to be critical regarding the results of the productions presented to us. We should not hold our tongues and make allowance due to the fact that we are dealing with artists with disabilities. That would be doing them a disservice. I sometimes get the impression that the audience is so impressed by the capabilities and the transcendence displayed by the artists with a disability that they forget or hold themselves back from judging the art itself, the piece as a whole. I always welcome criticism from the audience, from the journalists, regarding the performances that we put on with Les Productions des Pieds-des-Mains. And I encourage them not to censor themselves just because we integrate people with a disability in our creations. Our artists have learned to accept criticism. Indeed, it is an important part of forming any person wishing to work as a professional in the arts field. And we must be cautious not to lock away artists with a disability in a ghetto by not judging them on the same criteria that we would with any other performance. Having a different scale for these artists would place them in a separate category and would not be honoring their art or art in general, as a matter of fact. Merci à nos panélistes. Oups, est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Donc, je vous remercie, on est vraiment pressé dans le temps. Je vous remercie de votre coopération, d'avoir accéléré un peu le pas. J'ai le rôle ingrat. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont affamés, mais je pense que c'est important, vu qu'on a eu l'occasion d'avoir ces personnes avec nous aujourd'hui, de les prendre quand même un peu de temps pour discuter. Donc, je vais commencer avec la salle. Si vous avez des questions, ne soyez pas gênés. Oubliez votre estomac quelques secondes. Pas d'intervention pour le moment. H. If you want to ask a question in English, don't be shy. So this is Ash speaking. I'll speak in English. I just would love to talk more about that Quebec context. Parce que oh, je dis je peux parler anglais. Can you, all of you, talk more about what does it mean to create art with or by disabled artists in Quebec versus maybe in your experience of creating those, maybe meeting other artists in other provinces? Because there is something very particular about the politics of disability arts created in Quebec. Could you guys talk more about that? What I found is it's rather a new thing in Quebec. Ça s'est fait, je peux le voir en français? Ça s'est fait, j'ai l'impression que d'avoir des occasions de pratiques artistiques pour les personnes handicapées, c'est là depuis plus longtemps dans le Canada anglais, puis dans le milieu anglophone. Donc c'est quand même assez récent au Québec. Et il y a 15 ans, moi quand j'ai parti la compagnie, on n'avait jamais vu ça. Donc approcher les diffuseurs, approcher les artistes, ils n'avaient aucune référence. Leur seule référence était peut-être l'art-thérapie, qui est complètement autre chose. Donc, ils ne pouvaient pas s'imaginer qu'on pouvait, que les personnes handicapées puissent exercer le métier d'artiste, tout simplement. Ça ne faisait pas partie de leur imaginaire.
Alors qu'on le voyait quand même plus dans le milieu anglophone, il y avait plus de groupes communautaires, il y avait plus de tout ça. Et je pense que le fait qu'il y avait autant de préjugés au Québec, ça l'a obligé à vraiment élever les standards de qualité parce qu'on compétitionnait vraiment contre n'importe quelle autre compagnie. Puis même moi, une des stratégies avec Des Pieds des Mains au début, c'était de ne pas le dire qu'il y avait des personnes handicapées dans le spectacle. C'était d'essayer de cacher ça le plus possible pour qu'après, quand le spectateur venait voir ça, ou le diffuseur avait vu la vidéo ou était venu voir une répétition, après ça, il était juste emballé et surpris de voir ces castings différents-là. Mais il fallait un peu passer par là pour que ça soit, pour faire notre chemin, quoi, pour que ce soit accepté. Donc, moi, c'est ma théorie. Il peut y en avoir d'autres. Voilà. Est-ce que d'autres personnes sur le panel qui pourraient répondre à cette question? Dans la salle, oui? La seule chose que j'oserais dire, c'est que au Québec, je pense, en tout cas dans ma pratique, pour le dessin du corps nu handicapé, je pense que la nudité, ça fait moins peur au Québec, en tout cas, de ce que l'expérience que j'en ai eue. Moi, je dirais que le handicap faisait moins peur dans le milieu anglophone et canadien-anglais. Et sur le panel, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose que vous n'avez pas eu le temps de discuter dans vos interventions? Moi, j'avais tout un volet sur l'enseignement, mais je sais pas. Dans la salle, vous êtes certaine, dans la salle, est-ce qu'il reste des questions? Oui, une question. My name is Mohammed. So, last 1 year I'm in Montreal, in Canada. I'm looking something talent hunt. So I don't found Montreal any platforms for talent hunt. Even Canada, there's nothing single platform for talent hunt. It's like if you found other country in the world, there's some idol, like American Idols, something, singer, something like that. So there's nothing in Canada for talent hunt. Like myself, I like to acting on the theater, I like to draw some pictures, like abstract movement, I like to dance. I try to contact everywhere, phoning them, call them. They say, no, you are visually impaired, so we can't help you. You need assistance, something, we can't help you. So it's my assumption, we need a single platform to talent hunt. A lot of new people coming in this day in Canada, in Montreal. So we get a lot of talent. So we need to make an inclusive talent hunt platform. So this is my requirement. Even I found few of speakers, they try to say something like that way. We tolerate disability. This is not a good word, tolerate. It's a negative. It's something like racism. We don't want sympathy. We know our ability. I'm sorry for that. Thank you. Could I add to that? Yes, we have a student in particular who we tried many times to get into La Voix, which is the equivalent of the voice. And yeah, even with somebody to accompany him, there doesn't seem to be an opening right now in those talent kinds of shows. And I'm not sure, I mean, we work really hard on sensitizing everybody. It would be nice if they could be integrated into those talent hunt kinds of productions. But yeah, there is still a lot of work to do. I agree. Thank you. So we have time for a last question. Une dernière question. Thank you for your presentation. I'm going to say in English. There was a talk about how people with disabilities and community members
are becoming artists, but is there training for people who are artists to be able to adapt and become proficient at working with community members with disabilities in this art form? Or is it assumed that because they're professional, that's de facto as a capability? Well, since maybe 8 years, I've started giving master classes to dance teachers, physiotherapists, and people who would like to know how I work with disabled artists. So this started with Kathleen Parker in Kingston, Ontario, who had seen me work with disabled artists and said, "This is really special what you're doing there. You should teach it to other dance instructors, etc." So every year she invites me to give those workshops, and I started giving them now in Europe and in other places as well. So I think there's an interest that's coming together. I even Vibe created some workshops in that for that matter a few weeks ago. Antoine? Oh, sorry. Laurence. On va faire un accommodement spécial. Une dernière question pour qui juste ici. Traitement de faveur. Sincèrement, on a déjà vraiment dépassé le temps pour nous. Juste rapidement, un petit commentaire, parce qu'on n'a pas la chance d'être souvent tout ensemble ici. Merci à tous les panélistes. Mais j'ai une question pour Wenke, parce que dans un sens, je suis d'accord avec les questions. C'est pas nécessaire de faire, c'est nécessaire d'être demeuré critique. Puis aussi, je pense que, je ne sais pas si je comprends s'il y a une standard. Parce que j'ai peur que si on dise, OK, les personnes en situation de handicap, il faut être dans le même, au niveau des personnes dites non handicapées, que ça crée aussi, ça analyse pas dans un sens les normes esthétiques qui existent. Comment est-ce que tu réponds à cette question-là? Je comprends et je respecte ce point de vue-là. Je sais que ce que j'annonce en disant demeurer critique et tout ça, parfois ça peut être confrontant et tout. Mais c'est quand même personnellement, ce que je crois, c'est que au-delà du handicap, c'est l'art qui prime. Peu importe si le spectacle est joué par qui, peu importe c'est quoi le training, la formation qu'ont eu les acteurs sur scène, peu importe. Au final, peu importe s'il y a des personnes qui sont professionnelles ou pas dans le spectacle, mais au final, c'est l'art comme tel. Est-ce que le spectacle est intéressant ou pas? Est-ce que ça t'a touché ou pas? Est-ce que c'est l'art qu'on devrait juger et pas la personne? Donc, vu comme ça, pour moi, ça devient possible de juger l'art avec les mêmes critères. Mais c'est personnel, à moi. Je vous remercie pour toutes vos questions, toutes les réponses, tout le temps, votre patience, votre intérêt également. Thank you to everybody. Et je veux également profiter du fait que j'ai le micro présentement pour moi aussi féliciter les organisateurs, organisatrices, Sam, Darian, Luciano, Kim, tout le monde ici, vraiment. Félicitations, moi, les 2 derniers jours, ça a vraiment fait du bien à Montréal, de retrouver la famille de Critical Disability Studies. Ça m'a vraiment fait du bien, donc merci à tout le monde et bon lunch. Nous allons maintenant traverser et sortir nos parapluies ou passer par le underground. So I'm going to speak in English. I realize we're running over time and folks are tired and hungry. So what we're going to do is we're going to guide you to the LV space through the underground. So if you didn't see that, that's where the Vibrations exhibition is. So if you want to grab your stuff, you can leave things here because there will be folks here. And we're going to guide you to the LV space. And after lunch, we will return here for 2:15, okay? So you'll see signs out in front in the lobby, and people will be able to guide you through the underground. Feel free